Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui évoque aujourd'hui le sort des anciens travailleurs de la mine d'Inata avec leur avocat Bouba Yagibou à la barre des convoqués de cette audience. Bonjour Maître Yagibou. Bonjour, et Président. Merci d'honorer notre convocation. Bonjour Président, c'est nous qui vous remercions. Les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vaha siègent pour l'audience de ce lundi. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour Président Tomangui, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Boumba, bonjour Président Toumandi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à Inata et à Fada Ngourman, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue une fois de plus à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, avec tout d'abord les avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est l'instant privilégié des avant-propos des juges qui commence comme tous les lundis avec Bernard Bougman. Merci Président, je voudrais partager une citation dont je ne connais pas l'auteur. Je suis tombé là-dessus mais je ne connais pas l'auteur, je préfère le dire. Je cite, « Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de faire des efforts. Si tu persévères chaque jour, c'est ainsi que se produira un changement. » Donc, il ne s'agit pas d'être parfait, il faut faire des efforts. Continuer à agir, persévérer, le changement va venir. Mais si on attend d'être parfait avant d'agir, ce n'est pas évident. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas performer, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts pour améliorer l'existence, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir. Parce que se réfugier derrière le fait que la perfection n'est pas de ce monde, nul n'est parfait, ça va à la limite être une excuse. Et donc, ça ne doit pas être une excuse, ça doit être d'ailleurs une opportunité pour apporter de l'effort, pour apporter un changement. Donc, ce qu'il y a, c'est de faire chacun ce qu'il a à faire en persévérant dans l'agir, dans l'action, et en se disant que le changement, ça va venir, l'amélioration, ça va venir, la performance, ça va venir. Sur ce, je souhaite en tout cas un très bon lundi à tout le monde. Je souhaite beaucoup de courage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, à toutes ces personnes, messieurs et dames qui sont dans l'humanitaire, qui œuvrent à donner de l'espoir et un brin de sourire à toutes ces personnes déplacées internes. Et comme on s'achemine également vers les examens, les concours examens scolaires, j'ai vraiment une pensée spéciale et d'encouragement pour les élèves en situation de déplacés internes, qui se sont déplacés de façon urgente parce qu'il y a des écoles, il y a tout un secrétariat technique qui s'occupe de ces élèves-là. Ce n'est pas simple. Et beaucoup de courage à eux et à leurs parents et surtout à ces personnes également qui dans d'autres localités sont pratiquement dans la ligne rouge mais qui par vocation font l'effort de donner du savoir à ces enfants-là. Beaucoup de courage à toutes ces personnes. Après la minute motivation du juge Bernard Bougman dans cette séquence avant-propos, nous écoutons à présent le juge Geoffroy Vaha. Oui, merci Président. C'est vrai que la semaine passée, ce qui avait cristallisé les attentions, c'est la question du timbre. Et on a vu la communication qui a été portée par le ministre Bassolma Bazier, qui avait fait savoir que, en tout cas, le président avait reçu, je pense, un Burkinabé sur la question et que normalement, on devrait domestiquer la production du thym. Mais à côté, il y avait une autre communication concernant les déplacés internes. Il y avait un genre de contestation du chiffre ou des chiffres donnés par le CONASUR, qui est le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Et le ministre qui disait, donc le gouvernement, qui dit que ça ne prend pas en compte les quelques Burkinabés qui ont eu à peut-être rentrer chez eux. Et que ça devrait être tamisé et sûrement que bientôt on aurait donc des chiffres peut-être plus, on va dire, arrimés à la réalité d'aujourd'hui. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant parce que la question de contestation souvent des chiffres de déplacés internes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même depuis Rocaboré, c'est des éléments que nous avons. C'est surprenant parce que quand vous partez sur le site de CONASUR, vous allez voir que la question des chiffres, c'est actualisé. C'est actualisé par période et souvent même partagé. Vous avez les déplacés internes, personnes déplacées internes, par localité qui les accueille. Bon, si la structure qui est chargée de gérer ces déplacés internes-là, de gérer les dons que nous avons, ce qu'on remet et tout, parce qu'au finish, c'est eux qui font le dispatching de vivres et autres, c'est eux qui ont tout ça à charge. Si ceux-là ne savent pas le nombre de déplacés internes qui sont destinataires des services là, c'est qu'il y a un problème. Et que ce soit un gouvernement qui dise qu'on va corriger,
Bon, qui corrigera le CONASUR, qui est chargé de la question humanitaire, qui est chargé de répertorier ces personnes déplacées internes. C'est ça, moi, ma question aujourd'hui. Quand on dit non, ce que le CONASUR a dit, c'est pas forcément vrai, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Qui va corriger le CONASUR? Ou bien on va emmener le CONASUR à se corriger? Est-ce que là, ce n'est pas une pression pour donner d'autres chiffres ou quoi que ce soit? C'est des questions légitimes qu'on est en droit de se poser. Maintenant, on est conscient que la situation ne va pas changer du jour au lendemain. Et quand vous enclenchez une offensive, parce que depuis longtemps aussi on était resté en léthargie, quand vous êtes dans une dynamique d'aller vers l'ennemi, c'est normal que lui aussi, il ne reste pas dans son confort et qu'il veuille nuire. Tel est d'ailleurs son but ultime. Donc c'est normal qu'on ait des déplacés internes. C'est des choses que je pense que le Burkinabé peut comprendre. La guerre des chiffres là, ce n'est pas ça seulement, c'est pas ça forcément aujourd'hui qui est le plus important. Peut-être que le CONASUR a donné des chiffres. La façon dont ça a été contesté, moi ça me pose un peu problème. Et ça remet en cause des chiffres du CONASUR, c'est se poser la question aussi de savoir est-ce que le dispatching là il est bon si eux-mêmes ne maîtrisent pas vraiment le nombre de déplacés internes et que ne font pas le tamis de ceux qui retournent dans leur village et qui nous donnent des chiffres qui ne sont pas arrimés à la réalité. Donc il y a un double questionnement qui ressort de la sortie du gouvernement sur cette question. Vous êtes câblé sur la 100.7 Radio Watt FM et vous faites bien. Vous nous suivez également sur la télévision Truy TV ainsi que sur nos plateformes numériques. C'est la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine avec à la barre des convoqués Bouba Yagibou, avocat des anciens travailleurs de la mine d'Inata, actuellement en difficulté et en questionnement. Questionnement sur la table des juges de ce tribunal qui ont sans doute en entame quelques questions d'ordre général, non Geoffroy Vara? Non, sur le sujet direct. Sur le sujet direct, et donc vous avez la parole pour entamer cette audience. Bernard Bougman? Merci. En tout cas, la mine d'Inata fait parler d'elle, bien avant l'attaque d'ailleurs qui a eu lieu là-bas. Il y avait déjà beaucoup de problèmes par rapport à la reprise, la machine qui ne tournait plus. Et puis bon, voilà, jusqu'à ce que l'actualité rebondisse encore. Mais ma question c'est, est-ce que ce n'est pas parce que maintenant on a appris que ça a été cédé à une autre société qu'à ce rebondissement-là? La question c'est, est-ce que la mine a été reprise avec ce fonds de dossier, puisque l'autre qui avait pris s'était engagé à le faire, si on a bien suivi ce qui a été dit à la presse, dans la presse, pardon. Maître Bouba Yagibou. Merci Président, merci Juge Bouma. Je voudrais encore vous remercier de nous avoir fait comparaître devant votre tribunal. Merci. Pour répondre à des questions sur une situation difficile que vit près de 500 travailleurs, ex-travailleurs de la Société des mines d'or de Belaourou, SMB. Et depuis un certain 4 mai 2017, donc ça fait 6 ans. Pour répondre à votre question, qui est celle de savoir est-ce que c'est parce qu'il y a eu une session récemment de cette mine d'or au groupe Afrotuc que la question de la mine ressurgit. Peut-être pour l'opinion, mais pour les travailleurs qui vivent ce drame depuis longtemps, c'était toujours d'actualité. Et peut-être pour répondre à cette question, je vais très vite, rapidement vous rappeler que ces 500 travailleurs qui, après la descente du travail, ont été surpris d'être informés par leurs employeurs qui sont tous mis en chômage technique. C'est vraiment de l'inédit, c'est du jamais vu. Parce qu'en matière de mise en chômage technique, il y a une procédure qui est prévue par la loi, il y a des délégués du travailleur, ainsi de suite, il y a une concertation, parce que c'est supposé que la société est en difficulté et qu'il y a un certain nombre de concertations qui devraient au préalable être faites avec les délégués pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions alternatives. Mais malheureusement, eux, ils ont été victimes de cette mesure. Et 6 mois après, l'employeur revient allègrement et dit, bon, j'annule la mesure.
Mais 6 mois sont passés, ils étaient dans la nature, ils n'ont rien reçu comme un copec. Imaginez les chefs de famille qui, sur le jour au lendemain, sont privés de leur salaire et de revenus, avec même des engagements. Vous savez, à la matière, il y a toujours des engagements qui sont contractés au niveau des banques. Donc, c'était déjà un calvaire. Ils ont annulé la mesure, mais sans rien d'autre, sans les inviter à reprendre le travail, ou bien même à leur payer, en tout cas, leur revenu, leur salaire. Et c'est en ce moment ils nous ont saisis et nous avons tout de suite engagé, fait le nécessaire. Et aujourd'hui, on a abouti à une décision de condamnation de la Société des Mines d'Or et de payer l'intégralité des droits des travailleurs. Et c'est l'exécution de cette décision de justice qui est définitive que nous avons engagée. Et tout de suite, on a été surpris de constater que la mine, il n'y avait aucun bien il n'y a aucun bien de la société. Comme une société minière, on cherche pas de véhicules, pas de matériel, pas de machines, rien qui peut faire l'objet de saisies. Les saisies des comptes sont revenues, toutes les saisies sont revenues infructueuses. Donc c'est comme si la société n'a pas d'actifs. Le seul élément alors bien de la société, c'est le permis d'exploitation. Parce que vous n'imaginez pas une société minière sans permis d'exploitation. Tout part du permis et tout finit par le permis d'exploitation. Et donc, c'était le seul bien. Donc, ce qui fait que, compte tenu du fait que les saisies sont revenues infructueuses, nous avons tout de suite assigné, nous sommes rentrés dans la danse pour obtenir la liquidation des biens de la Société des Mines d'Or de Belaourou. Ce qui est intervenu, et le tribunal de commerce de Ouagadougou a mis des organes de liquidation de la SMB en place, en nommant un juge commissaire chargé de la surveillance des opérations, mais également un syndic liquidateur qui est un expert comptable. Et donc ce rappel permet en fait de savoir pourquoi la liquidation. La liquidation, ça veut dire que quand une société est en cessation de paiement, on prononce sa liquidation. Et sa liquidation permet en fait de mettre les dirigeants là de côté, de nommer des organes, et donc un syndic dont la mission doit consister en fait à inventorier l'ensemble des biens de la société, les réaliser, donc les vendre, et avec le produit de cette vente, éponger les dettes de la société. Donc c'est pourquoi l'intérêt pour nous travailleurs alors pour qu'on s'est engagé dans cette voie. Aujourd'hui, au moment où la session intervenait, c'était cette procédure qui était en cours, c'est-à-dire qu'un syndic était en place et il était en train de travailler à chercher à céder même en réalité la mine. À céder la mine, et je pense que nous avons eu beaucoup de contacts et les informations qu'on avait, il me semble qu'il y avait beaucoup d'investisseurs, il y avait des sociétés qui avaient manifesté leur intérêt pour reprendre la mine d'or de Belaourou. Et le syndic nous a aussi fait comprendre qu'il avait fait le tour du gouvernement. Il avait informé le ministre des Mines, était informé, il avait fait le tour aussi même. Le sommet de l'État, en tout cas, était informé de tout ce qui était en cours. Concernant nous-mêmes les travailleurs, on a toujours tenu l'État informé. C'est-à-dire par plusieurs courriers, nous avons tenu l'État informé de la situation. Lorsqu'on a eu les décisions de condamnation définitive, nous avons par courrier adressé au ministre des Mines pour l'informer que voici, nos droits n'ont jamais été payés. Et donc, pour tout ce que vous viendrez entreprendre par rapport à ces sociétés, songez à nous travailleurs, parce qu'on est dans la misère. Donc, c'est pour dire que nous vivons la situation depuis et donc, nous avons même été surpris quand la session a eu lieu, parce que normalement, s'il y a une procédure de liquidation de biens qui est en cours, la session ne devrait se faire à principe qu'à travers le syndic liquidateur. Et là, nous avons espoir le syndic aurait liquidé. Et notre créance étant privilégiée, parce qu'en la matière, on paye d'abord les droits des travailleurs. Nous étions plus ou moins assurés que, si c'est fait, on allait payer. Comme maintenant, l'État a cédé le permis d'exploitation, parce que quand vous écoutez l'État, il dit lui, il a cédé le permis d'exploitation. Mais
c'est pas possible de céder une mine sans permis d'exploitation. C'est pas possible de céder un permis d'exploitation et dire que la société est toujours là. Et du reste, une fois qu'une société est en liquidation, vous n'avez plus le droit de venir céder un bien quelconque de ces sociétés. Donc c'est toute la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui l'intervention de l'État a paralysé la procédure de liquidation de biens. Et nous n'avons pas voulu rentrer un peu dans ce débat. Nous sommes directement allés vers l'État pour dire, bon, vous estimez que le permis vous appartient. En tout cas, vous l'avez pris, vous l'avez vendu à qui vous voulez. Bon, essayez de nous payer, nous, nos droits. Ce d'autant que nous vous avons toujours tenu informés. Nous vous avons même demandé, si vous venez à céder la mine, faites céder en ayant à l'esprit qu'il y a des droits des travailleurs qui doivent être payés. Et donc, si vous cédez, affectez le produit, ne serait-ce qu'une partie du produit, au règlement des droits des travailleurs. Oui. Si je comprends bien, la procédure de liquidation n'était pas terminée. Elle est en cours. Elle était même à son début. Ah d'accord. Il y avait aussi un repreneur qui frappait à la porte, il paraît. Oui. Donc, et ce n'est pas ce repreneur-là à qui l'État a donné. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était le groupe Afro-Truc et avait aussi manifesté son intérêt auprès du syndic liquidateur. Ça, je ne sais pas. Mais je me souviens que lorsque la session a eu lieu, j'ai reçu un appel du syndic qui était étonné. Et moi aussi, je dis, je viens aussi d'entendre. Je suis tout aussi étonné que vous. Mais bon, attendons de voir. C'est l'État était au courant qu'il y avait une procédure de liquidation formellement engagée. Tout à fait. Je ne suis pas venu ici avec mon dossier, mais je voudrais montrer les correspondances qu'on a adressées au ministre en tant qu'avocat des travailleurs, on a adressé au ministère des Mines et des Carrières. Et nous avons même eu à rencontrer le ministre, l'ancien ministre Béchir Ouedraogo, et qui nous avait assuré que vraiment on peut rester tranquille. L'État ne peut pas ignorer la misère des travailleurs. Chauffava. Mais dans cette affaire, je pense que 2017, qu'ils sont mis en chômage technique. Ils font 6 mois sans salaire et puis un jour on leur dit bon c'est bon. Alors que quand on est en chômage technique, il y a moins 30% du salaire qu'on doit percevoir. Mais quand vous allez en justice jusqu'à ce que vous en arrivez à vouloir saisir les biens et que vous voyez que on dirait qu'ils n'ont pas d'actifs, ils n'ont rien à saisir, il n'y a rien que vous puissiez saisir. Ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille déjà pour les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, parce qu'on est dans un état et il y a une entreprise, quand on parle de ce secteur-là, c'est difficilement compréhensible pour les citoyens lambda que nous sommes, qu'on vienne exercer seulement avec un permis et que même je sais pas moi, même une crique on l'a pas, c'est-à-dire véhicule rien et qu'on est rien, c'est quand même surprenant. Vous avez un État qui doit protéger aussi ses travailleurs d'une certaine façon. Vous allez en justice, après vous avez gain de cause, il y a même un rappel, mais rien, jusqu'à ce que vous dites que ce qui reste c'est le permis. Tout ce processus, ça ne nous a pas mis la puce à l'oreille que ça allait être plus compliqué. Ok. Votre question me permet un peu d'expliquer, donner certains éléments. Quand vous prenez une société minière, une grande mine d'exploitation, je disais tantôt que tout part du permis d'exploitation. D'accord. En général, il y a un permis de recherche ou permis d'exploration. On découvre le gisement et la loi dit que si vous avez fait, la société qui a fait l'exploration, qui a découvert le gisement, elle a le droit de demander un permis d'exploitation. Okay. Et on vous oblige, vous constituez une société d'exploitation et vous soumettez à l'État une demande de permis d'exploitation. Et l'État est obligé de vous délivrer le permis d'exploitation. Et la société d'exploitation qui est constituée, il y a 10% du capital qui est gracieusement offert à l'État. Ça veut dire que dans le cas de SMB, l'État est actionnaire de SMB à hauteur de 10%. Et même siège au conseil d'administration de SMB. Ça veut dire qu'il est au courant de tout
c'est quelque part c'est quelque chose de bien parce que ça permet à l'État d'être informé, de suivre un peu le cours des choses au niveau des différentes sociétés minières. Et si normalement tout se fait correctement, l'État ne peut pas être surpris. Et l'État étant normalement le premier garant de l'intérêt général. Parce que 500 travailleurs quand même de tes citoyens, c'est très important. Donc, on ne peut pas garder le silence lorsqu'on voit que normalement des droits ne sont pas respectés ou que des choses qui se passent ne se passent pas correctement. Donc, on était dans cette situation. Et au départ, SMB, c'était une propriété du groupe AFOSET. C'est eux qui dirigeaient. Et le groupe AFOSET, bon, les miniers ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont venus faire du fric, ils sont venus faire du lucre. Ce n'est pas du social qu'ils sont venus faire. Donc, il appartient à l'État, par rapport à tout ce qu'il a mis en œuvre, de veiller à ce que ce qui doit lui revenir, l'intérêt de ces populations et partant des travailleurs soit respecté. Et je pense qu'il y a eu malheureusement beaucoup d'insuffisance à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le groupe AFOSET, quand ils ont mis tout le monde en chômage technique, en réalité, ils avaient pris la décision de céder la mine. Donc, la puce à l'oreille, déjà, l'État devait être informé et déjà devait prendre des dispositions, en tout cas à ce niveau-là. L'État a laissé faire. Et le groupe AFOSET, la fermeture de la mine pendant les 6 mois, les gens n'ont pas, du côté de ceux qui voulaient céder, je pense que le groupe Balagi et les Indiens et puis d'autres investisseurs sont venus. Ils ont fait des missions de due diligence. Ils sont venus apprécier est-ce que c'est intéressant l'affaire ou pas. Et c'est ainsi qu'après, le groupe AFOSET a cédé. À l'heure où je vous parle, je n'ai jamais vu cet acte de cession. Je ne sais pas combien cette mine avait été cédée au groupe Balagi. Et le groupe Balagi est venu, l'État lui a déroulé le tapis rouge et puis et tout, et il est resté allègrement. Jamais il y a eu une reprise de l'activité de la mine, mais il disait aux travailleurs, lorsqu'on se plaignait devant les juridictions à travers leurs avocats, qu'ils n'ont jamais licencié les travailleurs. Vous n'avez jamais licencié les travailleurs auxquels vous n'offrez pas le travail et auxquels surtout vous ne payez pas de salaire. Donc c'était difficile. Et heureusement, la justice a sévi à ce niveau. Et dès le premier jugement, et même en appel, la décision a été confirmée. Et aujourd'hui, on a une décision définitive. C'est pour dire que les travailleurs, bien qu'ils voient ce qui se passait, vraiment c'était la partie la plus faible. C'est-à-dire, il n'a pas d'autre possibilité. Leur seule chose, c'est de poursuivre le paiement de leurs droits, d'obtenir des décisions et après venir agir. Et dans le cas de ce montage, justement, il y a eu, par exemple, avant qu'il parte, je pense que la société s'est lourdement endettée auprès d'une banque dont je tais le nom, et qui, avec derrière l'ensemble des équipements, matériel et équipement d'exploitation, vous savez que c'est du matériel lourd, tout ça, ça a été nanti au profit de la banque. Et comme la banque sentait les choses venir, elle a vite fait et de réaliser cette garantie. Donc aujourd'hui, en réalité, l'ensemble de cet actif-là, du matériel et autres, c'est considéré comme étant la propriété en actif de cette banque. Donc voilà pourquoi lorsque nous avons fait les différentes saisies, on n'a rien trouvé. Et en temps aussi, il y a un temps qui s'est écoulé pour qu'on ait la décision. Depuis 6 ans, et le temps qu'on ait la décision, on est revenu, le groupe Balagi qui a plu aussi, il a eu le temps de dilapider, de faire. Mais nous avons même, lors de notre rencontre avec le ministre Béchir, nous avons attiré son attention sur le fait que la société des mines d'or de Belaourou, vous savez, quand il y a une société minière qui fait une société d'exploitation, il y a toujours à côté une société d'exploration. L'objectif étant de continuer les recherches pour essayer de voir si on peut allonger la vie de la mine. Si on découvre un autre gisement à côté, on introduit un permis et ainsi de suite. Dans le cas de SMB, c'était le cas. La société d'exploration de SMB, c'était Goldbelt SRL qui faisait l'exploration. Une société à responsabilité limitée dont le capital appartient intégralement à SMB. Les opérations de recherche ont été financées par SMB. Et donc, à plusieurs milliards. Et cette société, heureusement, a découvert un gisement, qui est le gisement de Souman.
Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle, on ne parle plus de ce jugement de Souma. Pour nous, travailleurs qui avons une créance à recouvrer, nous pensons que le permis de Souma doit être, on doit savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce permis. Parce que c'est un élément qui relève de l'actif de la société. Mais au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'en parle pas. C'est le permis d'exploitation de la mine d'Inata qui a été cédé par exemple par l'État au groupe Afrotur. Bon, nous pensons que vraiment, même s'il y avait véritablement, on était bien écouté, quelque chose pouvait être fait, et parce que l'actif encore de la SMB était suffisant et sa réalisation devait permettre de régler les créances des travailleurs. Oui, Geoffroy Vara, mais avant, il faut que je rappelle juste à nos auditeurs qui nous écoutent à la radio Watt FM que nous recevons ce matin pour l'audience du jour du tribunal de l'actualité, Bouba Yagibou. Il est avocat des anciens travailleurs de la mine d'Inata, ces travailleurs qui sont en difficulté depuis 6 années maintenant et qui donc vivent un calvaire immense. Oui. Je pense que quand vous arrivez au niveau du syndic liquidateur, vous vous dites que ce qui a encore de la valeur, c'est le permis. Et là-dessus, vous travaillez pour voir si il y a une session possible pour que les travailleurs ne sortent sans rien. Mais on voit que c'est l'État qui cède ça à Afrotur. Alors que bon, la question qui me taraude l'esprit, je ne pense pas qu'on cède ce qui ne vous appartient pas. C'est ça le principe. Est-ce que le syndic liquidateur en avait vraiment, c'était vraiment dans ses prérogatives de le faire? Parce qu'on ne peut pas céder ce qui ne nous appartient pas. C'est ça aussi un débat. Le syndic liquidateur, c'était bien sûr dans ses prérogatives. C'est peut-être ce que l'État a fait. Et peut-être que l'État tout-puissant estime qu'au-delà de tout, regarde pour certaines raisons dont je ne sais, peut décider malgré tout de procéder comme il a fait. Mais sinon, du point de vue de la loi, les procédures collectives, l'appuiement du passif, c'est le droit au WADA ici. Et le syndic, une fois que la société est admise en liquidation, est celui qui a même de parler au nom et pour le compte de la société, qui est gardé en vie juste pour les besoins de la liquidation, et c'est le syndic liquidateur. Et il exécute sa mission sous la surveillance d'un juge commissaire qui a été nommé. Et je pense qu'il y a un jugement du tribunal de commerce qui a mis en place, qui a nommé un expert comptable comme syndic et qui a nommé un juge au tribunal de commerce pour charger de surveiller les opérations. Il y a eu une annonce qui a été faite. Tous les créanciers de SMB, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous travailleurs, nous avons fait la production de créances au niveau de ce syndic liquidateur. Et donc, pour nous, du point de vue de la loi, normalement, la cession ne devrait pas se faire que par le syndic. Même si l'État voulait, et il pouvait passer que par le biais du syndic pour que cette cession se fasse. Je disais tantôt que l'État est actionnaire de SMB et il siège au conseil d'administration de SMB. Maintenant, ce qui s'est passé, moi-même je ne sais pas trop en principe, mais c'est pour ça que nous ne voulons pas, nous avons trouvé que le plus simple c'est de dire, bon, à l'État, avais-tu le droit ou pas de céder? Là, ce n'est pas notre problème. Notre préoccupation, comme vous avez toujours promis que vous allez être sensible à par rapport à la misère que nous vivions depuis, bon, vous avez cédé, payez-nous. Voilà, c'est ça, parce que dans tous les cas, tout fait quelqu'un de l'homme qui cause préjudice à autrui, il faut réparer. Donc, nous sommes en fait dans cette... c'est pour ça que nous avons écrit à l'État pour lui demander. Sinon, en principe, ça devrait être le syndic. Quand une société est en liquidation, c'est-à-dire vous-même qui avez fondé la société là, vous ne pouvez plus poser un acte au nom de la société. C'est organisé de sorte pour que le syndic vienne faire l'inventaire de l'ensemble biens mobiliers, immobiliers, créances, ainsi de suite, et recouvre, réalise, mettre ça dans le panier, et puis après,
quand on demande de faire la production de créances, vous faites la production de vos créances et suivant un certain nombre de critères, on établit un rang. Il y a les créances privilégiées, il y a les créances chirographiées. Et puis après, avec ce qu'on a eu, par la vente de l'actif, on règle le passif, donc on règle les dettes. Et suivant le rang, il peut se trouver que ce qu'on a vendu, ce n'est pas suffisant. Donc ça veut dire que tout le monde ne sera pas, pourrait ne pas voir sa dette et sa créance épongée. Mais c'est comme ça la loi. Parce que la faillite, en réalité, la faillite n'est pas un péché, n'est pas interdit. Voilà. Mais on peut juste encourir des responsabilités lorsqu'on a fait preuve de mauvaise gestion, il y a eu des abus de biens sociaux, et ainsi de suite. Oui. Donc c'est pour ça qu'on met des organes en place pour conduire les choses de façon transparente et de façon dans le respect des intérêts de tous. Bernard Bougon. Oui, alors est-ce qu'il faut s'attendre également à ce que les travailleurs, donc, avec à leur tête le Conseil, intentent une action judiciaire par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'intervention de l'État de cette façon? Ce qui est sûr déjà, nous avons introduit, nous avons saisi l'agent judiciaire de l'État dès début avril pour lui demander de payer les droits des travailleurs, en lui produisant toutes les décisions de justice et en rappelant tout ce qui avait été déjà promis. Normalement, il devait nous répondre dans un délai de 2 mois. Si on n'a pas de réponse, on va aviser de la suite à donner. Les délais ne sont pas encore échus. Non, on est toujours dans le délai. Donc ça dit que dans ces conditions, c'est maintenant c'est l'État qui doit éponger cette dette ou bien c'est le repreneur? C'est pour nous, c'est l'État et le repreneur. Ok. Pour nous, c'est l'État et le repreneur. Nous, en tout cas, nous allons nous donner tous les moyens. Mais en attendant, nous ne pouvons même pas croire que l'État, après cette session-là, ne songe pas aux travailleurs. Donc dans la session aussi, c'est pas sûr que ce sont les mêmes travailleurs qui vont retourner sur cette mine alors. Ici, le problème, c'est pas. Certains peuvent être repris, mais je pense que si une nouvelle société est mise en place, ils vont procéder à un recrutement. Ils ne vont pas dire que, bon, vous, anciens travailleurs, parce qu'il y en a qui sont décédés malheureusement, il y en a qui sont atteints par la limite, qui sont allés à la retraite, et même par rapport à ça, ils éprouvent des difficultés pour avoir les documents administratifs pour pouvoir faire liquider obtenir leur pension de retraite. Donc, pour nous, en réalité, nous pensons que nous mettons l'État face à ses responsabilités. Oui, je vois. Bon, je reviens toujours sur la question du permis parce que ça devient un peu j'ai l'impression que c'est le seul élément auquel s'accrochaient en définitive les travailleurs pour voir, on va dire, c'est les 6 milliards, non? Les 6 milliards payés. Oui, c'est monté à 8 milliards. Le montant total des créances, ça voisine, ça dépasse légèrement les 8 milliards. 8 milliards, d'accord. Donc c'est sûr à quoi il s'accrochait. Mais c'est ce que j'ai dit, s'il s'accroche à cela, il faudrait aussi que, dans le principe, parce que c'est un permis c'est l'État qui l'accorde. Le permis d'exploitation est effectivement accordé par l'État. Mais imaginez-vous que, il peut exister une société minière en dehors des sociétés qui sont sous-traitantes, parce qu'en fait la mine c'est une série de, il y a une société vous verrez une société dont sa spécialité c'est de construire les mines. Ils viennent, ils construisent, après vous le payez, ils s'en vont. Il y en a qui possèdent à l'exploitation, il y en a qui sont chargés de la commercialisation, ainsi de suite. Mais le titulaire du permis d'exploitation, c'est lui qui constitue la société, la société minière. Et en général, lorsqu'on lui délivre le permis d'exploitation, c'est avec ce permis d'exploitation, en réalité, il va dans les bourses en Europe, où il lève les fonds faramineux pour venir réaliser l'investissement, exploiter la mine. Donc, le permis d'exploitation est important. Donc, on ne peut pas imaginer que l'État dit, bon, moi j'ai récupéré mon permis et je le vends à qui je veux. C'est un peu ce que l'État laisse plus ou moins entendre. Mais ça devrait pas et ça devrait pas être comme ça. Je le dis parce que là où le virage est un peu plus complexe, et ça devient un peu plus complexe pour les travailleurs, c'est que
l'État qui octroie des permis, l'octroie à une entreprise qui se retrouve dans des démêlés et qui n'arrive pas à payer ses travailleurs et tout. Et au lieu que ce soit l'entreprise elle-même qui travaille à céder, et dans ce cas de figure, ça veut dire qu'elle cède avec tout ce qu'elle a comme passif, celui qui vient et qui décide de reprendre l'entreprise, c'est avec tous ses avatars. Mais là, voilà, normalement. Et là, on est dans le cas où l'État, on a comme l'impression que l'entreprise, en tout cas, elle est en faillite. Et donc, le permis, on le reprend et on l'octroie à quelqu'un d'autre. Dans ce cas de figure, ça devient un peu plus compliqué. Oui, je suis d'avis avec vous. Ça devient vraiment plus compliqué parce qu'on n'est pas dans une session où on a une entreprise qui a des problèmes, qui se fait racheter par une autre, et donc avec tous ses avatars. Mais là, on est dans quelqu'un qui paie une attribution et qui se retrouve, et dont l'attribution se retrouve remise à quelqu'un d'autre. C'est là où le tournant est un peu compliqué. Et comment, dans ce cas de figure, vous arrivez à dire, bon, le repreneur devrait lui aussi endosser comment dire cela, les impairs du premier. Ça devient un peu complexe. Ici, nous n'avons pas de... Je comprends tout à fait, mais il faut cependant dire qu'à ce jour, nous n'avons pas vu ce qui a été conclu formellement par l'État avec ce groupe Afrotruc. D'accord. Et je pense que lors de leur sortie, on n'a eu aucun élément. On a juste entendu un chiffre de 2 milliards. Voilà. Et nous ne savons pas vraiment, mais on peut émettre juste des hypothèses. Je me dis qu'une mine aussi importante, si elle est cédée à 2 milliards, c'est peut-être parce que le groupe Afrotruc sait bien que derrière, il y a tout un passif à supporter. Donc si le passif s'élève à peu près à 30 milliards, si vous avez acquis la mine, en réalité, vous l'avez acquise à 32 milliards. Vous comprenez? Donc il faut attendre d'avoir le contrat de cession en tant que tel pour savoir qu'est-ce qui a été mis dedans. Mais en tout état de cause, nous pensons, nous travailleurs, nous pensons que il ne nous appartient pas. Pour le moment, nous on a demandé qu'à l'État. Mais après, ça peut être plus intéressant d'avoir les deux qui nous doivent en solidarité que d'avoir que l'État ou que d'avoir que le groupe Afrotruc. Parce que nous pensons que normalement c'est le syndic au jour d'aujourd'hui, pas la loi. Parce que c'est en réalité on est en matière d'exécution d'une décision de justice. C'est cela. Il y a une décision de justice qui a été prise, qui est en train d'être exécutée, et l'État se doit lui-même de rentrer, de respecter cela en fait. Le principe de l'égalité. L'État même se doit de respecter la légalité. Justement, c'est vrai que vous dites on attend de voir ce qui a été passé concrètement pour mieux comprendre. Mais vous avez une affaire qui est pendante, vous avez écrit plusieurs fois à l'autorité. Est-ce que depuis que vous avez appris cette session-là, est-ce qu'il y a eu une lettre? Est-ce que vous avez tenté de connaître un peu plus du contenu? Nous avons, bien avant la session, on a eu des travailleurs, vous savez, il y a eu des rencontres avec le gouvernement. Pas officielles même, j'allais dire, à travers les responsables des travailleurs. Ils ont toujours demandé des audiences. Après la session, il y en a qui sont allés sans nous-mêmes, sans moi, pour les accompagner, pour plaider vraiment leur cause, pour toujours rappeler leur situation. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Sinon, avant ça, il y a eu formellement 2 lettres qui ont été adressées. Moi, par nous en tant que conseiller des travailleurs. Donc, c'est une situation qui est connue par l'État. C'est une situation qui est connue par l'État, on l'a toujours tenu informé. Parce que, et je pense de par le passé, je peux rappeler, je prends la mine de Tambao qui était en liquidation, il a été permis, autorisé la cession de minerais et pour régler les droits des travailleurs qui s'élevaient à l'époque à près de 2 milliards. Vous voyez? Donc, de par le passé, le gouvernement a toujours été sensible, a toujours veillé à ce que, en tout cas, parce que c'est des questions alimentaires, c'est des questions éminemment sociales, à ce que ces droits-là soient payés. Des fois même, l'État prend par devers lui la charge de régler les droits des travailleurs. C'est pourquoi nous pensons que
Peut-être que l'État est en train de voir comment il va s'y prendre pour régler les droits des travailleurs. Sinon, nous ne pensons pas que vraiment il puisse. Alors qu'il a toujours été informé, on est devant sa porte pour lui rappeler que bon, on est dans un état de situation difficile, qu'il puisse venir céder et ne pas être sensible, ne rien faire pour régler les droits des travailleurs. Bouba Yagibou, avocat à la Cour et défendeur des anciens travailleurs de la mine d'Inata, est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Nous parlons justement de la situation de ces travailleurs, presque 500 travailleurs. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui souffrent, qui n'arrivent pas à régler leur dossier administratif pour les droits à la retraite, etc. Parole à Bernard Boukman. Oui, mais avec tout ce que vous avez comme élément sur la main, est-ce que vous fondez l'espoir qu'un jour, comme on appelle ça, cette affaire va finir par se régler? Parce que, bon, quand on regarde comment les choses se sont ficelées, il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup d'interrogations qu'on se pose. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour dire, bon, il y a de l'espoir tout de même? Si le gouvernement de transition le veut bien, il peut le régler. Il y a une session qui a été faite. Et je pense qu'à la fin de l'opération, c'est 30 milliards. Les 30 milliards qui ont été encaissés. Et ce gouvernement actuel même est informé de cette situation, parce que je disais tantôt qu'il y a eu des contacts. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que vraiment il puisse céder cette mine-là. Les 30 milliards, excusez-moi, les 30 milliards, c'est avant ou après? C'était avant la session à Afro-Turc? Oui, les contacts ont eu lieu avant cette session. Les contacts ont eu. Je pense que ce qui avait été plus ou moins dit, c'est qu'ils disent qu'ils sont dans... Vous savez que la mine d'Inata, c'est une zone assez... voilà, donc ils disent que la réflexion était dans le sens à trouver une solution qui va impacter sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire c'est un truc global. Donc c'est pour ça que nous disons que sans doute que l'État est dans son droit, parce que s'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte qui font que c'est des solutions exceptionnelles qu'on trouve par rapport à la situation exceptionnelle où se trouve actuellement la zone. Bon, on ne peut pas vraiment, en tant que citoyen soucieux, que nous prions chaque jour pour qu'on sorte de cette situation et dire, bon, être dans le juridicisme pour dire que, bon, l'État ne devrait pas, ainsi de suite. Mais nous disons que dans cette solution, quand même, il y a des gens qui sont dans une situation très précaire et que l'État étant toujours informé, nous ne pensons pas que nous n'osons pas croire que le gouvernement ne fasse pas quelque chose. Donc, en attendant, les espoirs sont tournés vers la JE, l'agent judiciaire de l'État. Il faut dire qu'on passe par la JE pour s'adresser à l'État lorsqu'on veut engager une action. Oui. Je vois Varab. Oui, moi c'est plutôt un commentaire. Je sens que M. Yagibou, il arrondit les angles au maximum parce que bon, on est dans un contexte, on est dans... Et puis l'État, c'est nous tous en même temps. Mais au fond, les travailleurs, comment ils pourraient se sentir dans un pays où ils ne sont pas protégés? Les 10% que l'État a dans chacune des mines en termes de part, si ce n'est pas pour avoir un regard, pour que après, lorsqu'il y a ce genre de problème-là, qu'on puisse avoir on puisse être le meilleur témoin pour pouvoir trancher, je ne sais pas à quoi cela sert. Et qu'on ait des entreprises qui viennent, vous voyez, on a des textes. Un matin, vous dites rentrez chez vous, vous êtes en chômage technique, 6 mois on ne vous paie pas, alors que vous avez droit à 30% quand même de votre salaire. Et après, bon, c'est fini. C'est-à-dire le chômage n'est plus technique, il est dur. Et on ne vous paye rien jusqu'à aujourd'hui. Vous avez même des décisions de justice parce qu'il y a eu d'abord une première décision et je pense qu'ils ont fait appel. La deuxième décision est devenue encore plus lourde pécuniairement pour eux, mais ce n'est pas appliqué. 6 ans que ces messieurs-là sont dans des situations assez difficiles. Moi, c'est la question que je me pose. Comment est-ce que nous, on protège nos compatriotes? Parce qu'à la fin,
Si les gens ont l'impression qu'au Burkina, tu viens, tu fais tes affaires, tu lis des choses comme tu veux, dans tous les cas, si ça caille, mon frère, tu ne vas pas perdre un copec. Tout ce que tu vas investir là, tu peux le prendre et partir du jour au lendemain. Il y a quelques éléments, tu vas trouver des subterfuges avec des banques et les mettre comme des garanties. Dans tous les cas, quand on va chercher à saisir ceci ou cela, en tout cas, tu n'auras rien parce que tout est contrepartie. Mais c'est difficile. Alors que dans ces entreprises, l'État est présent et siège parce qu'il a 10%. Donc les 10%, ce n'est pas seulement que pour retirer de l'argent. Pour moi, c'est pour avoir un genre de contrôle. Et quand vous êtes informé de tout cela, c'est-à-dire qu'il ne se passe du début jusqu'à la fin, on ne peut pas avoir des travailleurs qui ont une décision pareille. Et puis, bon, on regarde et on fait. Bon, maintenant aussi, on est dans une... comment dire cela? On est dans un contexte qui, pour moi, semble différent. Où on prêche la question de la souveraineté. La souveraineté, là, ça s'affirme comme ça aussi. C'est les intérêts étrangers qui viennent ici, qui doivent respecter la façon dont on vit et la façon dont nos textes sont fondés. Je pense que c'est ça aussi la question de souveraineté. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à des gens à qui on doit plus de 8 milliards qui végètent et pour lesquels, pour la plupart, la vie a été plus ou moins détruite. Je pense que c'est la question de fond. Et ça ramène, et ça rappelle encore ce qu'on avait eu la semaine passée ici avec Cotradis. Là encore, on parlait de quelque chose qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Et quand on est en Côte d'Ivoire, il s'est fait flouer parce qu'il y a deux éléments. Il s'est fait flouer par une entreprise qui était représentée en Côte d'Ivoire et qui, par le même moyen, est partie. Voilà, j'ai un chat dans la gauche, qui par le même moyen est parti. Mais il y a des Burkinabés qui sont morts sur le sol burkinabé ici. Parce que les gens ont livré des véhicules qu'ils savaient être trafiqués. Et on les convoque, ils ne viennent pas. Et on risque de rentrer dans la prescription. Comment on peut accepter qu'un État laisse des gens se comporter comme ça? Je pense que ça, il faut qu'on revoie certains éléments. C'est-à-dire que nous sommes tous des travailleurs. Hein. C'est-à-dire que les problèmes que ces gens-là ont, demain on peut les avoir. Et si nos textes, c'est-à-dire que, parce qu'on demande toujours, ne soyez pas incivils, il y a la justice qui est là pour régler les problèmes. Mais quand vous partez en justice et que vous avez une décision de justice, comme on l'a vu la semaine passée avec Outradis, comme on le voit maintenant avec les anciens travailleurs de la mine, et que vous ne pouvez pas l'appliquer, on fait comment? Oui, Maître Yagibou, c'est quand même un problème crucial et vous répondez donc aux commentaires du juge, mais en même temps, dites-nous, ces travailleurs, ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui? Ça fait quand même 6 ans que ça dure. Ils sont dans quel état d'esprit? La semaine dernière, il y a eu une assemblée générale des travailleurs à la Bourse du Travail. Il y a un chef de famille qui a eu un cri de cœur. Et je vous assure, ils sont dans une situation des plus lamentables. Et pour certains qui étaient plus jeunes, qui pouvaient trouver de l'emploi, certains ont eu de la chance, qui ont eu des emplois dans d'autres mines ou dans d'autres sociétés, d'autres qui, au regard de leur niveau, soit ils étaient des ingénieurs dans ceci ou cela, ils ont entrepris, ils se débrouillent tant bien que mal, mais il faut dire que dans la grande majorité, parce que la mine emploie énormément, on ne cherche pas forcément des gens qualifiés, il y en a qui ont été formés sur le tas, et c'est le grand nombre de cet effectif-là qui se retrouve dans une situation des plus difficiles. Moi, je voudrais surtout dire que revenir un peu sur le permis de Souma. Me semble le permis d'exploitation. Le jugement de Souma a été découvert par Walbert, qui est une société de SMB. Donc c'est un élément. Il me semble qu'il faut que l'État on fasse attention parce qu'il nous est revenu. Il nous semble que ce permis aurait été attribué à une autre société. Et si c'est le cas, ça aurait été en fraude, en toute violation des textes. Donc, nous le disons parce que vraiment, nous voulons que l'État ait les moyens de nous régler nos droits. Mais par rapport à la préoccupation du juge Geoffroy Vara, qui dit que vous arrondissez trop les angles. Oui, la responsabilité de l'État, vous ne la mettez pas suffisamment à l'exergue, c'est ça ce que... Non, la responsabilité de l'État, elle est là, elle est évidente. Elle est évidente. Et l'État même en est conscient. Maintenant,
au regard du contexte, nous ne savons pas pourquoi vraiment. Ils sont quand même aussi bien informés. Parce que nous avons donné les éléments. Ils savent qu'il y a une décision de justice qu'ils doivent exécuter. Ils savent que la société est en liquidation. On a nommé un syndic. Et que même eux-mêmes qui ont des créances, notamment des impôts et taxes impayés, ils ont produit des créances à ce niveau-là. Et ils savent que tout devrait se passer dans le cadre de cette procédure-là. Mais l'État, s'il vient à décider autrement, c'est lui le tout-puissant. Moi, je suis tout faible. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'on me paye. Ce que je veux qu'on me paye. Donc, j'ai dit, bon, si vous avez tout fait, tout ça, bon, moi, au-delà de tout, je ne cherche pas à savoir. Et je sais que, bon, je ne vais pas aller... Payez-moi, c'est ce que je dis. Vous me payez. Et puis, bon, le reste, s'il y a d'autres créanciers aussi qui peuvent... Bon, nous, on dit, en attendant, tu nous payes. Parce que si je vais rester à dire, bon, ce que vous avez fait, c'est pas normal, je suis encore engagé dans des... Peut-être que cela même l'arrangerait. Et je suis encore en train d'engager, voir quelle procédure je vais engager, ainsi de suite. Mais moi, je dis à l'État, et puis c'est une procédure. Quand on a saisi la GIE, si la GIE, l'État refuse de payer, s'il garde un silence passé un certain temps et refuse de payer, nous allons saisir le juge administratif pour qu'il se prononce là-dessus. C'est un recours de plein contentieux en fait. Donc, il devra se prononcer là-dessus. Donc la procédure est encore... Mais c'est regrettable que par rapport au refus d'exécuter les décisions de justice et qu'on soit obligé à la fin pour obtenir ce que l'État, le juge a dit de donner là, qu'on soit obligé encore de repartir devant lui par d'autres actions pour espérer être payé. C'est difficile pour ces travailleurs, il faut trouver une solution et une solution rapide. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité qui a examiné la situation des anciens travailleurs de la mine d'Inata avec leur avocat Bouba Yagibou. Merci Maître Yagibou d'avoir honoré notre convocation. Merci Président, merci les juges. Merci au juge Bernard Bougman. Merci, juge Geoffroy Vara, et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Travaillons tous ensemble à la reconquête et à la construction d'un Burkina debout et solidaire, en gardant à l'esprit que je voudrais n'a jamais rien fait. J'essayerai à faire de grandes choses, mais je veux à faire des miracles. Le tribunal de l'actualité revient demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.